Bien, Grégory Townsend, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le lauréat pour les résidences à Damas 2024 de l'Académie internationale des principes de Nuremberg. Bienvenue à Goutla. Merci, un plaisir d'être ici avec vous. Oui, c'est un plaisir pour nous d'échanger sur votre profil, votre carrière, votre travail, et une carrière qui commence dans les institutions internationales avant de vous tourner vers la recherche. Donc, commençons un peu par l'avant et on parlera de la recherche après. Donc, vous avez travaillé pour des juridictions internationales, dites-nous un peu lesquelles, et puis surtout pour faire quoi, en quelle qualité? J'ai commencé en 1999 au tribunal pénal international pour le Rwanda, Mhm. à Arusha, en Tanzanie. J'ai travaillé pour un juge et après j'ai travaillé pour le bureau de procureur. Mhm. J'ai construit des affaires, des procès de génocide pendant presque 8 ans. Et après, je suis allé au tribunal pour la ex-Yougoslavie, Mhm. à La Haye, et j'ai travaillé là aussi comme membre du bureau de procureur. Après, j'ai travaillé pour la Cour spéciale pour le Sierra Leone, dans le procès de ex-président Charles Taylor. Et après, le tribunal spécial pour le Liban, euh, dans l'affaire de l'assassinat du président, le premier ministre Rafik Hariri en 2005. Mhm. Et finalement, j'ai fait les dernières 4 années, je suis retourné au tribunal pour la ex-Yougoslavie où j'ai supervisé la section de la protection de témoins. Et ça, c'est où j'avais l'idée de faire de recherche sur ce sujet. Mhm. Et les derniers 6 ans, je suis professeur en maître de conférence dans le domaine de droit pénal international. Mhm. Donc des juridictions internationales qu'on peut dire spéciales au sens où elles sont dédiées à certains contextes de conflits en général, qui Oui, vous ont confronté à des situations assez dures d'ailleurs. des des crimes pro- internationaux, oui. Mhm. Ouais, des Génocide, crimes internationaux. crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Mhm. Des crimes dans lesquels la position des témoins est cruciale pour Ah, l'établissement des faits jugés. tout à fait. Si on peut parler de tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il y avait 5000 personnes qui sont venues à témoigner pendant le 25 ans. Et 3500 témoins ont témoigné devant le tribunal pour le Rwanda. Donc, à la fin, j'ai posé la question de cette expérience de 25 ans, qu'est-ce qu'on peut apprendre, Mhm. quelles pratiques, mais quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut deviner, étudier pour poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut transférer vers les juridictions nationales. D'accord. Euh, Donc effectivement, vous commencez un Oui, travail de recherche maintenant, un travail de exactement. thèse, Oui. où les témoins sont au cœur de votre travail, mais c'est plus exactement la protection des témoins, je crois, qui est votre objet de recherche. Est-ce que votre expérience vous a conduit à voir l'importance de la protection des témoins? Vous nous avez parlé effectivement de la présence des témoins, ils sont Oui. nombreux et des pièces très Et la cruciales de base ce de, dispositif, mais et pourquoi leur les, protection? oui, et les témoignages forment les preuves les plus importantes. Mhm. Mon idée d'étudier la protection des témoins, c'est de dire la protection, le soutien psychosocial des témoins et les opérations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut le faire mieux, qu'est-ce qu'on a appris, quelles pratiques on peut transférer vers les juridictions nationales. Ça, c'est les questions que je veux poser et je vais plus interroger, faire des entretiens tête en tête avec un questionnaire semi-structuré, Mhm. poser des questions aux professionnels qui ont travaillé dans le domaine de la protection des témoins au tribunal international. Donc l'enjeu, il n'est pas seulement d'assurer la protection physique, par exemple, des témoins, mais aussi la qualité de leur témoignage avec comme horizon le bénéfice de la preuve qu'ils peuvent apporter.
Les unités de protection sont divisées normalement en 3 sub-unités, si je peux dire. Il n'y a qu'une partie qui s'occupe de la protection, normalement ex-flic, policier, et si je peux dire aussi, il y a une autre partie super importante, c'est le soutien psychosocial. Donc, personnes formées psychologiquement qui sont là pour aider les témoins, donner le meilleur témoignage après avoir souffert de crimes horribles et des expériences assez graves. Et finalement, il y a aussi une partie qui s'occupe de l'opération de voyage, bouger, hôtel, comme ça. Donc, les 3 parties travaillent ensemble et c'est important de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien et de mal, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette 30 ans d'expérience. Et actuellement, il y a une absence presque totale de littérature académique sur cette question. Et je pense que comme j'ai travaillé pour le tribunal, je peux pousser la porte ouverte et mettre un peu de soleil, étudier, et faire ma recherche dans ce domaine. Mais la question que vous posez, c'est aussi des leçons qu'on peut apprendre de cette expérience internationale pour les droits nationaux. Et alors, c'est quand même un contexte assez différent. Les témoignages devant les juridictions nationales, pénales, je suppose, parce qu'évidemment, ça se configure assez différemment dans les juridictions civiles. Et donc, comment est-ce que vous voyez ce cheminement depuis les juridictions internationales vers le national ? Je pense qu'avec 30 ans d'expérience au tribunal qui ont eu de ressources financières, on peut dire que peut-être avec les ressources, on peut dire ils ont établi des bonnes pratiques et ils ont appris quelque chose. Et la tendance nationale actuellement, c'est d'établir cette unité. Donc, il y a 20 ans, il y avait très peu, mais chaque année, de plus en plus de pays ont commencé à établir d'unités pour la protection. Et c'est important pour la justice nationale. Et si on pense de l'idée de ce qui s'appelle la complémentarité, c'est-à-dire faire des procès au niveau international, c'est très cher. Donc, c'est toujours des instances de dernier ressort. Et on préfère que les procès de première instance sont toujours au niveau national. Donc, ça sera mieux, plus logique, moins cher si on peut établir des unités de protection nationale dans tous les pays qui ont le bénéfice de savoir quelles sont les meilleures pratiques, police, pour juste gérer un système de justice international qui travaille mieux. Oui, donc la qualité du travail national est aussi un gage de qualité de la justice internationale, si on réfléchit en termes de complémentarité. Exactement. Peut-être je peux vous donner un exemple. On parle de chambres spécialisées pour le Kosovo. C'est un tribunal qui se trouve actuellement à La Haye. Pourquoi est-ce qu'on a établi un tribunal international assez récemment, très cher à La Haye? Parce que, à mon avis, c'est à cause de l'absence d'un bon système de protection de témoins au Kosovo. Donc, je pense mieux dépenser l'argent en faire un système de protection nationale mieux que dépenser de l'argent en faire des procès au niveau international. Donc, ça, c'est le bout qu'on utilise ce tribunal international seulement comme dernier ressort. Et la justice locale, c'est toujours la meilleure. Alors peut-être pour finir, moi j'aurais une question qui élargit un peu la discussion et qui s'éloigne un peu de votre sujet, mais pas complètement. C'est celle de l'évolution des preuves dans les procès internationaux, avec le recours croissant à des sources ouvertes, notamment la mise à disposition de vidéos prises par des personnes sur place. Alors on les qualifiera peut-être pas de témoignages, mais comment est-ce que vous pensez que l'évolution de la preuve internationale entre en contact avec votre sujet? Comment finalement la protection des témoins, est-ce qu'on la pense de la même façon aujourd'hui, alors que le témoignage lui-même et la preuve internationale elle-même a pas mal évolué? Question super intéressante.
Je pense qu'on va avoir besoin toujours de témoins. Et les juges vont toujours insister qu'il faut avoir des témoins vivants là pour avoir le preuve suffisant pour arriver en condamnation. Si je peux faire un peu l'histoire, l'idée de procureur au tribunal de Nuremberg, c'était d'avoir que des documents. Mais les juges ont insisté, non, on veut des témoins. C'est un procès de vrai, seulement quand on a des témoins. Et je peux dire, pour le tribunal pour le Rwanda, il y avait une super importance sur le témoin parce qu'il n'y avait de preuves scientifiques à part que ça. Et pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, on a vu plus de preuves scientifiques qui étaient employées pour réussir à arriver en jugement. Et en 2014, je suis allé au tribunal pour le Liban. Et la grande majorité des preuves étaient l'information téléphonique. Donc, j'ai vu un changement total. Et il y a une affaire devant la Cour pénale internationale dans la situation en Libye. Et toutes les preuves étaient des posts de Facebook et des vidéos, des théories malheureusement là. Donc, je vois la même chose, la tendance dans le monde entier, c'est d'utiliser open source, si je peux dire, l'information. Il y a aussi des vidéos qui sortent dans le monde. Tout le monde a un portable maintenant, donc ça a tout changé. Mais est-ce que ça va remplacer le témoin? Pas totalement. Et quand on parle de preuves, on parle pas de seulement un peu de preuves sera suffisant, mais il faut avoir les preuves qui fait la collaboration, c'est-à-dire que renforce un à l'autre. Donc, il y a toujours besoin de témoins. Je vois même des scientifiques qui vont être là juste comme des experts pour introduire les preuves scientifiques au futur, si je peux dire. Oui, ces preuves qui se corroborent, qui se renforcent mutuellement pour atteindre le niveau de conviction. Ça, c'est ce que le procureur toujours cherche, qui a besoin, parce que le standard de preuve, c'est assez haut. Très bien. En tout cas, des perspectives très intéressantes pour cette recherche qu'on espère pouvoir lire prochainement quand vous aurez terminé ce travail. Merci. Et l'idée de la recherche, c'est aussi de faire la base, d'établir une association professionnelle qui peut avoir aussi formuler un programme de formation pour des cours de formation au niveau national. Donc une articulation recherche-action, on va dire, avec des débouchés scientifiques et aussi opérationnels pour les acteurs. Toujours mon idée, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Un plaisir, Olivier.